Salut les affreux, bienvenue pour un nouveau compte rendu Légion d'honneur. Compte rendu un peu particulier puisqu'il est dans le cadre de la campagne 1812 Légion d'honneur. Genre de campagne qui a lieu à peu près une fois par an, organisée par les créateurs de la règle. Et qui consiste en fait à réunir la plupart des joueurs de toute la France, voire même du Québec. Pour ce coup-ci, il y avait même une équipe québécoise qui n'était pas présente mais qui avait participé depuis le Québec. Et dans laquelle est remise en jeu l'aigle que vous voyez ici, qui avait été gagné l'année dernière par les voltigeurs occitans, dont je fais partie. Donc le but bien évidemment de ce genre de rencontre, c'est de participer, de s'amuser entre joueurs qu'on n'est pas habitué de rencontrer. Et ce coup-ci c'était à Marguerite, à côté de Nîmes, où il y avait 26 joueurs, donc autour de deux thèmes, deux théâtres d'opération. La Russie bien évidemment, et l'Espagne, aux alentours de Tarragone, me semble-t-il. Alors désolé pour les joueurs espagnols, je me suis vraiment pas du tout intéressé aux tables espagnoles. J'étais pris sur ma table de jeu. Donc voilà ici comment ça s'est articulé. Au début il y avait des tables stratégiques, des cartes stratégiques pardon, comme ici, cartes anciennes, avec différents secteurs. Vous voyez ici il y a 6 secteurs. Chaque joueur choisissait un secteur, allait le reconnaître avec des unités de cavalerie, et suivant le résultat, il reconnaissait toute la table ou une partie seulement de la table. Ensuite, il revenait autour de cette carte avec les autres joueurs de son camp, c'est-à-dire français ou russe, et tous ensemble ont décidé de la stratégie d'ensemble qu'on allait appliquer, quel joueur allait jouer où, sachant que sur la table de Smolensk, qui était la table centrale, les deux joueurs étaient déjà attitrés de base. Et nous, ensuite, les 5 autres joueurs, on s'attribuait les tables qui restaient. Donc moi, c'est la table, vous voyez ici, je fais un zoom, c'est la table sur laquelle je vais jouer. Et je vais affronter, je vais avoir une armée bavaroise et je vais affronter une armée russe. Ici, je vous montre en vidéo les tables espagnoles. Alors, les tables espagnoles, de mémoire, il y en avait 6, je crois, on va les compter. Donc c'était des tables assez simples, on va dire. Pas beaucoup de collines, pas beaucoup de bois, quelques rivières comme ici. Et vous voyez à chaque fois il y a un numéro là le 2 par exemple, qui sépare les tables. Et ensuite pour aider les joueurs, sur les tables était posée une feuille A4 qui représentait ni plus ni moins le secteur qui a été identifié sur la grande carte stratégique qui était au format A1 ou A0, je sais plus quel format c'était exactement, qui était dans une autre partie de la salle. C'était à l'endroit où on s'était tous concertés pour savoir où on jouait. Donc là on est sur la partie espagnole, donc je vais plus compter les numéros, vous m'excuserez. On doit être à 4 ou 5 tables de jeu. Et ici on est du côté russe. Donc vous voyez, il y avait les belles dachka, je crois que ça s'appelle comme ça, les maisons russes là, qui étaient fournies par comment il s'appelle, je vais retrouver le nom, je vous retrouverai le nom plus tard, par un fournisseur de décors qui fournit aussi les socles, tout ce qui est jetons et tout ça pour la règle LH, et qui était présent sur place ce jour-là pour participer et pour alimenter un peu les tables en décor. Donc il y avait de très beaux décors avec des églises imprimées en 3D. Je crois que celles-ci elles étaient imprimées par Fred d'ailleurs de chez nous. Et ici donc c'était la table Smolensk. Alors on voit Smolensk, les murailles de Smolensk. On va mieux les voir de l'autre côté. Je vais faire le tour de la table avec la caméra. Et ici on arrive sur la table sur laquelle moi j'ai joué, avec une énorme colline au centre. Donc ici on est du côté français et allié français. Pourquoi allié français? Parce qu'en fait il y avait donc deux camps, français et alliés. Et en fait il s'est trouvé que côté allié, sur l'ensemble des tables, je crois qu'il y avait 6 tables, il y avait en fait une seule armée française, tout le reste c'était des alliés. Il y avait du prussien, il y avait du bavarois, c'était mon armée, il y avait du wurtembergeois qui jouait sur Smolensk. Il devait y avoir peut-être du polonais, je sais plus. Il y avait du napolitain, et il y avait une armée française qui était full cavalerie, qui était jouée par Raphaël. Donc ici voilà, on arrive du côté de Smolensk avec des grandes murailles ici tout en rouge, et le russe en fait était en défense sur Smolensk, et le wurtembergeois en face devait l'attaquer. Donc c'était pas ma table de jeu, moi j'ai joué la table juste à côté. Donc voilà pour les tables russes. Le but du jeu bien évidemment c'était de s'amuser, c'était pas forcément de gagner l'aigle. Et puis on s'est tous bien éclatés sur une journée complète samedi de 9 h jusqu'à minuit. Alors on se retrouve tout de suite pour la fin du tour 1 avec ici du côté bavarois. Donc il y avait un régiment à 2 bataillons de ligne au premier plan
avec juste devant eux un bataillon de chasseurs, enfin de Jäger bavarois, à 24 figurines, tous posés en tirailleurs. Ensuite, il y avait un deuxième régiment de ligne avec 2 bataillons de 24 figurines chacun, un régiment de chevaux légers, normalement à 16 figurines, mais à plus que 12 parce que j'en avais perdu 2 lors de la reconnaissance. Un régiment de dragons à 16 figurines, un deuxième régiment de chevaux légers à 16 figurines, et 2 batteries, enfin 2 canons, un canon de 6 livres et un obusier de 5,5. Côté russe, il y avait un premier régiment à 2 bataillons, un régiment de cuirassiers à 4 escadrons, un deuxième régiment à 2 bataillons, tous à 20 figurines, un bataillon de chasseurs à 20 figurines aussi, tout était à 20 figurines en fait. Un régiment de ligne à 2 bataillons à 20 figurines, une batterie à pied, alors avec 2 canons de 12 et une licorne de 20, sans train d'artillerie, vous allez voir la particularité, un dernier régiment à 2 bataillons et un dernier bataillon de tirailleurs que vous voyez ici, vu côté russe. Donc voilà l'armée russe. Donc il avait choisi, mon adversaire avait choisi de ne pas mettre de train, tout simplement parce qu'il n'avait pas les figurines, et pour lui ne pas avoir les figurines, c'était pas compatible de sa philosophie de jeu. Il voulait pas jouer des trains s'il ne les avait pas physiquement. Donc ça se défend, moi je suis assez d'accord avec ça. Donc du coup il avait une armée assez particulière, puisque pas très mobile de ce fait là. Il y avait une belle rivière au milieu. Alors la rivière, a particularité, c'est qu'elle mettait en désordre l'artillerie et la cavalerie quand on le traversait, mais pas l'infanterie. Les collines étaient en pente douce et le terrain était détrempé. Alors la particularité du terrain détrempé, c'est qu'en fait, dès qu'on tirait à boulet, dès qu'on faisait un échec, vous savez que dans Légion d'honneur, les boulets pénètrent, on tire autant de G2D qu'il y ait de rangs sur la cible. Et chaque fois à chaque G2D, on estime si on touche ou pas. Là, avec le terrain détrempé, chaque fois qu'on ratait un G2D, le boulet, on estimait que le boulet s'arrêtait. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 4 rangs de pénétration, vous jetiez en théorie 4 fois 2D. Si dès le premier jet, vous ratiez votre touche, le tir s'arrêtait là. Vous ne faisiez pas les 3 autres G2D. Donc ici on voit pas le déploiement, c'est la fin du tour 1, puisqu'en fait on commençait la partie à l'extérieur de la table. Donc le tour 1 c'était en fait une entrée des troupes sur la table. Donc on voit ici sur la gauche le régiment de ligne bavarois, juste devant eux les tirailleurs, enfin les légers en tirailleurs, le deuxième régiment de ligne, les 3 régiments de cavalerie, donc 2 chevaux légers, un dragon, qui ont les mêmes caractéristiques, hein, les mêmes caractéristiques, pas facile à dire. À Légion d'honneur, ces types d'unités sont exactement les mêmes chez le bavarois. Et l'artillerie à pied, attelée, donc qui rentre sur la table. En face, de la droite vers la gauche, donc on a les régiments à pied, les cuirassiers ici, un autre régiment de ligne, les 2 bataillons légers ici et ici, et l'artillerie, donc tout le reste c'est des régiments de ligne, et l'artillerie qui est ici, qui rentre elle à pied, donc qui va beaucoup moins vite, puisqu'en fait, en théorie, les artilleurs russes poussent leurs pièces à la main sans chevaux, puisqu'ils n'avaient pas amené de train. Excusez-moi pour la qualité de l'image, j'avais oublié ma caméra, donc j'ai tout fait à l'iPhone, avec un vieil iPhone. Donc les images sont pas terribles, c'est bien, mais désolé, j'avais que ça sous la main. Dernière petite particularité, mais qui a son importance, ici et ici et ici, vous voyez 3 petits jetons. En fait, ce sont les objectifs de la partie, pour les 2 joueurs. Donc ici au centre, c'est l'objectif principal qui valait 10 points, il fallait occuper la route. Et les 2 autres objectifs ici sont des objectifs secondaires qui valaient 5 points chacun, qu'il fallait occuper aussi pour marquer ces points-là, pour faire un décompte à la fin de la partie. Le décompte des points était assez simple, c'était donc les objectifs à atteindre, et ensuite on faisait le décompte comme c'est indiqué dans le bouquin de règles, c'est-à-dire suivant le nombre d'unités en déroute, le nombre d'unités détruites, le nombre d'unités en fuite, le nombre de généraux tués, et ensuite on faisait aussi une estimation du fair play de l'adversaire, de la qualité de l'armée de l'adversaire. On notait un ensemble en fait de choses, pas forcément que liées au jeu, qui faisait une note globale de votre adversaire. C'était anonyme, et en fait les organisateurs faisaient une moyenne pour chaque armée, pour chaque équipe, et c'est ça qui donnait le résultat final.
on se retrouve à la fin du tour 2, où pas grand chose s'est passé côté bavarois parce que j'ai eu de gros problèmes pour activer mes unités. Donc ici, les tirailleurs par exemple n'ont pas pu être activés, donc ils sont restés sur place, alors que je comptais les faire avancer très vite pour éviter les tirs de canon russes. Le deuxième régiment d'infanterie, idem, j'ai pas pu l'activer non plus, j'ai fait que des 11 ou des 12. La cavalerie, elle, j'ai pu l'activer, donc j'ai fait une reformation sur les chevaux légers, qu'on voit ici, pour prendre un maximum de front, pour éviter une avance trop rapide de l'aile gauche russe, et j'ai mis en batterie donc mes canons pour pouvoir effectuer des tirs au tour suivant. Donc on voit de suite ici une vue aérienne, donc on voit bien toute la gauche qui n'a pas pu être activée. Enfin, les deux bataillons ici sur la gauche ont pu avancer un petit peu, mais ont été arrêtés forcément par la ligne de tirailleurs. Le régiment d'infanterie à droite, lui, n'a pas pu être activé. Toute la cavalerie, elle, a été activée. Donc j'ai avancé tout ce petit monde. J'ai reformé sur la droite, comme je vous l'ai dit, les chevaux légers sur une double ligne. Alors une double ligne, quand vous n'avez que 4 escadrons, ça implique que ensuite vous ne pouvez faire qu'un seul mouvement. Alors que dans une autre formation serrée, en colonne de marche, en colonne de division, en colonne de division, il faut être plus de 4 escadrons, en colonne de marche ou en colonne d'attaque plutôt, vous pouvez bouger de plusieurs mouvements. Là, vous ne pouvez faire qu'un seul mouvement à la fois par tour. C'était un risque à prendre, tant pis, je l'ai pris. Ça a été assez payant, vous allez voir par la suite. Et l'artillerie, elle a été mise en batterie. Côté russe, ça a très peu bougé. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, il n'avait pas il n'avait pas les trains pour l'artillerie, donc pour l'avancer, ça n'a pas bougé. Et ensuite, il y avait quelque chose qui lui faisait vraiment peur, c'était un joueur assez débutant. C'est ce satané pion fatigue qui fait peur à tout le monde en début de partie. Il faut savoir que quand on fait 2 mouvements dans le même tour pour de l'infanterie, on prend un pion fatigue. Et que ce pion fatigue va affecter votre physique pour tous les corps à corps futurs. C'est-à-dire que vous perdez 1 de force pour les corps à corps. Chaque fois que vous avez un pion fatigue. Ce pion fatigue fait très peur. Lui n'a pas voulu prendre ce risque, donc il avançait un mouvement à la fois. Et sachant que le russe n'avance que de 4 pas, plus 2 quand il est en colonne de marche, en colonne d'attaque, pardon. Donc ça avance très lentement par rapport aux Français. Moi je voulais avancer très vite par rapport aux Bavarois, pardon. Moi je voulais avancer très vite pour éviter les tirs d'artillerie qui sont meurtriers chez le russe. Bon, j'ai pas pu activer. Lui avançait très lentement. Donc la partie a démarré très lentement et ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. En plus de ça, il s'est mal déployé. Il a déployé ses troupes légères derrière le bois. Il faut savoir qu'on peut traverser un bois quand on est en tirailleur. On ne prend pas de désordre à condition d'être inférieur ou égal à 12 figurines dans l'unité. Lui, il avait des unités de 20 figurines, donc il passait en désordre systématiquement. Ça aussi, ça l'a bloqué. On a vu ça ensemble, je lui ai permis de modifier un peu ses ordres, de modifier un peu ses dispositifs pour qu'il puisse jouer, parce que sinon ça bloquait beaucoup de choses. Mais il faut savoir que c'est des choses, il faut vraiment en tenir compte et faire très attention à ça quand vous débutez les parties à Légion d'honneur. Il y a des petits points de règle comme ça qui sont particuliers et qui peuvent vraiment vous pénaliser en tout début de partie. Donc là, en l'occurrence, le russe s'est vraiment cantonné dans ses 20 cm en tout début de partie, et c'est le Bavarois qui a dû aller le chercher, alors que les objectifs n'étaient pas vraiment ça. Fin du tour 3 où ça a un peu plus évolué, où ça a un peu plus bougé côté bavarois. Donc les tirailleurs, je les ai avancés, j'ai fait des doubles mouvements, ils ont pris de la fatigue, mais il fallait vraiment avancer très vite. Donc je passe l'objectif numéro 2. Le deuxième régiment d'infanterie, je le fais avancer aussi, et il prend de la fatigue, je fais avancer tout ce petit monde. Les chevaux légers qui sont côté centre, je viens les avancer pour essayer de prendre l'objectif principal et menacer le centre russe. Et j'avance mes 2 autres régiments de cavalerie, celui de dragons et celui de chevaux légers, qui étaient en double ligne, pour pareillement prendre l'objectif et venir et aller chercher ces Russes qui, eux, ne bougent pas. Les canons qui étaient mis en batterie au tour précédent font feu, donc ils tirent pour le canon sur le carré qui est en face à côté de la rivière, et pour l'obusier sur les cuirassiers. Donc ils font quelques pertes, là on se retrouve côté russe, côté l'aile droite russe, donc on voit les tirailleurs russes qui eux se sont avancés aussi, un seul mouvement à chaque fois, les régiments qui suivent derrière, les canons se sont mis en batterie sur ce tour là, l'infanterie russe qui a pas bougé, là il s'est reformé dans le bois, alors qu'il avait un désordre, il s'est reformé en colonne d'attaque, pourquoi je sais pas. Et ces deux bataillons ici de ligne se sont mis en carré sous la menace de la cavalerie qui approchait. Les cuirassiers, comme je vous l'ai dit, ont pris du tir de busier, donc ils ont pris une perte, je crois, 1 ou 2 pertes, peut-être 2 pertes ils ont pris.
Et puis le dernier régiment sur la gauche, lui, n'a pas vraiment bougé. Donc voilà, ça a été assez statique côté russe et côté bavarois, il a fallu que j'aille le chercher parce que le but du jeu c'est quand même de jouer, hein, c'est pas d'attendre de ce côté que l'ennemi fasse quelque chose. Donc voilà, ici on voit toutes les tables, il y avait bien 6 tables côté campagne russe. Voilà, on voit toutes les tables russes. Vue aérienne, donc on voit bien ici les tirailleurs bavarois qui se sont avancés, qui sont bien avancés pour protéger toute l'infanterie bavaroise qui est derrière eux. Les chevaux légers au centre de la table qui viennent menacer le centre russe. On va voir comment il va réagir. Les deux autres régiments de cavalerie qui s'avancent, un le long de la rivière et l'autre sur la colline, sans vraiment porter de menace, mais quand même ils se sont bien avancés. Les canons bavarois qui tirent, donc le canon qui fait un feu ici sur le carré de ce bataillon, enfin sur ce bataillon qui s'était mis en carré plutôt, et l'obusier lui qui va tirer sur les cuirassiers et faire quelques pertes. Côté russe, comme je vous ai dit, ça n'a pas vraiment bougé, à part ici les tirailleurs qui se sont avancés, dans le bois les tirailleurs qui se sont reformés en colonne d'attaque, et l'artillerie ici, qui est un peu déformée avec la prise de photo, la prise d'image, qui eux se sont mis, qui elle s'est mise en batterie. Fin du tour 4, côté bavarois. Donc ici l'artillerie continue à faire feu, désolé pour les soubresauts de la caméra. Donc l'artillerie continue à faire feu sur le carré et sur les cuirassiers. Et ici on va de suite voir une erreur qu'a fait Hervé avec ses cuirassiers. Ce qu'il a fait, c'est que tout simplement il a tenté une charge contre mes chevaux légers qui était plus loin que ça au départ. Il a complètement raté sa charge, donc il se retrouve en désordre. Moi ce que je fais derrière, c'est que j'avance et je fais un tir, donc je lui fais encore une perte. Mais le problème pour lui, c'est que surtout il est en désordre, il est isolé et il est soumis à un énorme danger pour la suite de la partie. Donc on va voir plus tard comment ça va se passer pour ces cuirassiers. Donc on voit ici l'ordre avancer tir pour mes chevaux légers. Les dragons, je ne les ai pas bougés pour laisser le cône de tir disponible pour l'artillerie, tout simplement. Les autres chevaux légers, je les ai reformés en colonne d'attaque pour vraiment menacer le centre, qui du coup va se mettre en carré. Les légers qui étaient dans le bois n'ont pas pu être activés, c'est logique, ils avaient un désordre, et du coup c'est difficile d'activer quand vous avez un désordre. L'artillerie russe, elle, fait ses premiers tirs, donc il y a deux canons, enfin un canon et une licorne de vin qui font des tirs, assez meurtriers, puisqu'il me fait 4 pertes sur le premier bataillon de ligne qu'on voit ici, et il fait 3 pertes sur les tirailleurs, enfin les légers qui sont ici. Donc ça c'est assez impressionnant. Mais heureusement que je les avais avancés pour protéger mes lignes d'infanterie qui étaient derrière. Les tirailleurs russes, eux, n'ont pas pu être activés. Et derrière, l'infanterie russe, elle vient se coller du coup aux tirailleurs, fait une toute petite avance. Et donc tout ça reste très statique comme depuis le début de la partie. Hein. Le pion fatigue faisait vraiment peur à Hervé. Et il n'osait pas du tout bouger ses unités. Voilà donc pour la situation de ce tour 4. La vue aérienne classique, hein, donc on voit bien à droite les cuirassiers qui ont raté leur charge et qui sont soumis au tir et qui sont en danger. Ici, les régiments d'infanterie se rapprochent du bâtiment et le but en fait pour Hervé c'était de rentrer dans ce bâtiment. Il s'était mis ça en tête, bon pourquoi pas. Mon artillerie continue le feu sur son carré. On voit l'artillerie russe donc qui fait les feux ici sur ce bataillon ici, puis sur les tirailleurs qui ont pris 3 pertes et ils avaient pris une perte au départ sur un autre tir, je sais plus sur quel tir c'était, mais ils avaient pris une autre perte et plus de 2 pertes sur ce tir d'artillerie et tout le dispositif russe qui reste assez statique malgré tout par rapport au tour précédent. Donc c'est vraiment le bavarois qui va aller traverser la table pour aller essayer de chercher le russe pour pouvoir s'amuser un peu quand même, c'est quand même un jeu. Voilà, allez on continue. Fin du tour 5, où les choses vont commencer à s'animer. Alors on est toujours sur la droite bavaroise, avec ce coup-ci, il n'y a que l'obusier qui a pu faire un tir, parce que vous voyez, les dragons ont bougé, et donc ils sont venus masquer la zone de tir, le cône de tir du canon. Ici, il y a eu un combat, donc il fallait s'en douter, les chevaux légers ont chargé les cuirassiers, qui étaient en désordre. Donc il faut savoir que dans le cas d'un combat comme celui-ci, c'est-à-dire une unité formée contre une unité en désordre, c'est l'unité formée qui tape toujours en premier, même si c'est la cavalerie, puisque dans la Légion d'honneur, la cavalerie, normalement, combattent simultanément. Là, en l'occurrence, c'est le bavarois en bas qui va taper le premier. Donc j'avais 10 figurines qui combattaient contre 5, puisque quand vous êtes en désordre, il n'y a que le premier rang qui combat. J'ai fait un GDD magnifique, puisque je n'ai fait que 2 pertes,
et lui avec les quelques figurines qui lui restaient, les 3 figurines plus un dé supplémentaire parce qu'il avait un statut de vétéran, donc 4 dés pour combattre, il m'a fait lui aussi 2 pertes. Donc on s'est retrouvé à égalité, 2 pertes partout. Donc un combat stratosphérique. On prend tous les deux une fatigue, on prend tous les deux un désordre. Donc lui, ça lui fait 2 désordres. Là-dessus, donc on fait les résolutions des combats. Et résolution du combat, on se retrouve à 4 contre 3. C'est-à-dire que moi j'ai 4, lui il a 3. Donc je gagne de 1 point. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est quand même déjà ça. Donc je gagne le combat d'1 point. Donc là il y a plusieurs possibilités. Lui il va devoir faire un test de psychologie. Et suivant ce test, on va voir s'il tient au combat ou s'il part en fuite. A savoir qu'avant de faire son test de psy, le vainqueur doit dire s'il poursuit ou non l'unité qui part en fuite. Donc là, en voyant que lui, il est réduit puisqu'il a perdu un quart de son effectif depuis le début de la partie, vous voyez, il a un escadron de moins. Et en plus de ça, il a un -1 du fait de l'écart de points. Je décide de le poursuivre. Il fait son test de psy qu'il rate. Donc il part en fuite. Il part de 15 pas. De mémoire, ouais c'est ça, 15 pas. Et moi je fais également 15 pas. Je fais un jet de dés, je fais exactement la même somme que lui. Donc je le contacte et je l'élimine. Le bataillon qui est dans le bâtiment sur la droite, voyant la fuite, doit faire un test de psy lui aussi. Dans la phase de psychologie, il rate ce test et lui aussi part en fuite. En partant en fuite, vous allez voir plus loin, il va sortir et il va aller traverser le bataillon qui est juste à la sortie du bâtiment. Il va mettre tout ce petit monde en désordre. Dans la poursuite également, je vais venir contacter le général qui est en haut à gauche sur la photo et je vais l'éliminer. Sur un jet de dés, vous verrez sur la règle, il y a différents statuts possibles une fois que vous contactez un général. Là, en l'occurrence, comme lui n'avait pas d'ambulance dans son armée, il ne pouvait pas le sauver, donc je l'élimine. Ça fait des points supplémentaires sur le résultat du combat. Donc voilà pour toute cette phase de combat sur l'aile droite bavaroise. Tout ça à cause d'une charge de cuirassier ratée. Vous voyez l'impact que ça peut avoir derrière. Donc on retrouve ici nos dragons qui sont devant le carré. Ils vont faire du tir sur le carré. On voit ici les chevaux légers, donc il n'y a plus personne autour. Ils ont pris un désordre, une fatigue. Les bataillons russes qui sont en désordre, puisqu'ils se sont interpénétrés lors de la phase de mouvement obligatoire. Les bataillons russes, les autres bataillons sont en carré. Le bataillon de léger n'a toujours pas pu être activé, il est toujours bloqué dans le bois. Et plus au centre de la table, j'avance mes chevaux légers pour venir faire du tir sur les carrés russes. Lui il croit que je vais les charger, moi je vais pas charger un carré, je suis pas fou. Je vais faire du tir. Lui aussi me fait du tir. Je crois qu'il m'élimine une figurine sur ce coup-là. Je fais un petit peu de stand-by au niveau de l'infanterie de ligne parce que je vais attendre tout simplement qu'il épuise toutes ses munitions. Je prends du tir en termes d'artillerie, donc je prends beaucoup de tirs sur ce bataillon, tant pis je le sacrifie. Je prends beaucoup de pertes sur ce bataillon là, mais il n'a que 2 tirs, le russe n'a que 2 tirs possible dans la partie, il n'a pas de train, il n'a pas de caisson. Donc je sais que quand il va épuiser toutes ses munitions, je serai tranquille derrière. Ici, le russe avance ses tirailleurs, il avance un bataillon, le deuxième bataillon n'a pas pu être activé, et il termine ses tirs avec son canon de 12 et sa licorne de 20. Voilà donc pour ce tour 5, où il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, surtout sur l'aile droite bavaroise, mais la partie est loin d'être finie, vous allez voir ça. Donc on voit ici la vue aérienne, donc on voit bien à droite que ça s'est bien dégagé côté pour le bavarois, puisque les cuirassiers ont disparu, les bataillons qui sortent du bâtiment sont en fuite, et la colline est dégagée. Plus au centre, les chevaux légers, comme je vous ai montré, viennent faire du tir sur les carrés russes. Un peu plus à gauche sur la photo, l'artillerie continue ses tirs sur le bataillon bavarois ici, fait des dégâts, des gros dégâts. Ça va poser un problème à un moment donné. Et également des tirs sur la ligne de tirailleurs bavaroise, qui elle fait son travail. Pour l'instant, elle protège bien mes unités d'infanterie qui sont derrière. Et ensuite tout le dispositif russe ici qui s'avance tout doucement et qui fait des tirs, il fait des avances et tirs.
Fin du tour 6 où on a essayé de reprendre un peu nos esprits. Donc ici, il me reste plus qu'un tir au niveau du canon de 6 livres et j'ai pas de cible puisque je viens masquer ma cible avec mes dragons qui sont ici. Les dragons, eux, continuent à faire du tir sur le carré puisque mon objectif c'est de faire des pertes au tir, je vais pas le charger. Les chevaux légers, je n'arrive pas à les activer ce tour-ci, ils ont un désordre et des unités ennemies autour, donc je n'arrive pas à les activer. Les bataillons russes n'ont pas réussi à être ralliés, ils vont fuir et ils vont certainement sortir de table dans les tours prochains. Le bataillon qui est dans le bois n'arrive toujours pas à être activé, avec un désordre et des ennemis autour, ça paraît logique aussi. Et les chevaux légers, ici vous voyez, il y a une carte dessus parce que je voulais les activer en réaction dans la phase de tour. J'ai oublié, on l'a fait après la prise de vue et je n'ai pas réussi à les activer. Donc ça n'a rien changé sur ce tour puisqu'ils sont restés dans l'état où ils étaient. L'objectif c'était de tirer sur les carrés, je n'ai pas pu le faire. J'avance mon infanterie de ligne. Et les canons russes, eux, se sont réorientés, puisqu'il ne reste plus qu'un seul canon, celui de gauche ici, qui est de 12 livres, et à qui il reste 2 tirs. Donc il les réoriente pour pouvoir tirer sur mon infanterie. Les tirailleurs russes, les 16 qui restent, continuent à avancer, faire du tir sur les tirailleurs bavarois, qui sont plus que 19, ils se font du tir mutuellement, ils se font des pertes. Et donc moi j'essaie d'avancer toute mon infanterie, puisque je sais qu'il n'y a plus beaucoup de tirs l'artillerie, donc je vais être assez protégé à ce niveau-là. On retrouve la vue aérienne, donc on voit qu'il n'y a pas grand chose qui s'est vraiment passé, si ce n'est ici les 2 lignes de tirailleurs qui commencent à s'approcher l'une de l'autre, se font des tirs mutuels l'une sur l'autre, et ça va avoir un certain impact. Ici, donc vous voyez l'infanterie de ligne bavaroise qui s'est bien avancée. Les carrés russes aussi s'avancent petit à petit, tout doucement. Et moi par contre je vais être en danger ici avec ce bataillon puisque lui il a réussi à réorienter son artillerie et il y a une réelle menace sur ce bataillon là. On va voir par la suite comment ça va se passer. Donc tour 6 où on reprend nos esprits du tour 5 avec beaucoup de combats et puis on commence à se préparer pour on approche de la fin de la partie. Il va falloir commencer à viser les objectifs et viser la destruction de l'armée ennemie. Fin du tour 7 où il va se passer pas mal de choses. Je n'arrive toujours pas à activer mon artillerie. De toute façon, dans les 2 derniers tours, les activations, les G2D côté bavarois étaient catastrophiques. J'arrive quand même à activer mes dragons, qui font du tir, mais qui subissent aussi du tir. Vous voyez, ils ont pris une perte. Les chevaux légers, je n'arrive pas à les activer. Les 2 bataillons russes qui étaient en bord de table sont finalement sortis de table, donc ils sont éliminés. Le bataillon qui était dans le bois, le bataillon de léger ici qui était dans le bois, commence à s'approcher à la sortie du bois, et donc devient un danger pour mes chevaux légers. On va voir plus tard où sont mes chevaux légers. Ici sur la droite russe, il va y avoir un combat. Les tirailleurs vont venir charger, les tirailleurs russes vont venir charger les tirailleurs bavarois. Donc il y a 16 tirailleurs russes qui chargent 19 tirailleurs bavarois. Ça va être un combat de 16 contre 16, ça va être un combat énorme. Pourquoi? Parce que les 16 tirailleurs russes sont frais, ils ont un physique de 4. Les tirailleurs bavarois ont un physique de 4 de base aussi, mais ils ont 2 fatigues que vous voyez ici à droite, les 2 jetons F. Ces 2 fatigues font que le physique de base des Bavarois va descendre à 2. Les Russes, pour faire une touche, pour faire une perte, devront faire donc juste 2 OD. C'est-à-dire qu'ils vont jeter 16 dés. Chaque fois qu'il y a un 2, il faut une perte aux Bavarois. Les Bavarois, avec les unités survivantes, les figurines survivantes, vont pouvoir riposter. Et pour riposter et pour faire une perte, il faudra qu'ils fassent un 6 OD, pardon. On voit ici le résultat. Le Russe a fait 13 pertes sur 19 aux Bavarois. Avec les 3 figurines restantes, le Bavarois fait une perte aux Russes. Donc c'est une déroute systématique puisque j'ai plus de la moitié de l'unité qui est éliminée. Les Bavarois vont partir en déroute. Gros combat et grosse conséquence de ne pas avoir voulu mettre du repos pour supprimer ces pions fatigue sur les Bavarois. C'était une erreur de ma part, je l'ai payé cash. Donc on voit ici les tirailleurs russes, les survivants, qui s'en sortent bien, et on voit ici donc les tirailleurs bavarois qui partent en déroute, qui s'infiltrent entre les unités bavaroises, les unités de ligne bavaroise. Ils n'influencent pas le moral des unités, parce que ce sont des tirailleurs. Les tirailleurs n'influencent pas les unités en ordre serré. Ici, on voit le bataillon de ligne bavarois, je vous disais tout à l'heure, il était en danger sur le tir. Donc le canon qui est ici va faire un tir énorme sur ce bataillon-là et va éliminer le peu de figurines qui restent. Le bataillon va se retrouver inférieur à la moitié de son effectif, enfin
exactement égal à la moitié de son effectif, et va donc lui aussi partir en déroute. Il va faire tester le bataillon qui est juste à sa droite, mais ce bataillon va réussir son test, il ne va pas partir en fuite. Donc ce que je craignais est arrivé, je l'avais un peu sacrifié ce bataillon, hein, je vais vous le dire, mais il est parti en déroute directement, on le voit ici. Il part directement en déroute, et ce qui fait que j'ai 2 unités qui partent en déroute sur ce tour-là. Ceci étant, l'artillerie russe n'a plus de tir pour la partie. Donc ça commence à craindre un peu. L'avantage que j'avais pris au tour précédent, ça me nuise, puisque j'ai éliminé 3 unités côté russe, et lui m'en élimine là quasiment 2 en l'espace d'un tour. Donc ça va certainement se jouer aux objectifs. Donc on voit ici la vue aérienne, on voit bien les tirailleurs qui ont éliminé mes tirailleurs. On voit les chevaux légers au centre qui se sont reformés, qui se sont repliés plutôt pour éviter d'être pris de flanc par l'unité qui est dans les bois. Et puis on voit sur la droite qu'il n'y a plus aucune unité russe, et que les chevaux légers qui ne peuvent pas être activés, que je n'arrive pas à activer, sont libres de mouvement, mais ils ne peuvent pas être activés, donc ils ne vont pas créer un réel danger chez le russe. Donc la partie commence à s'équilibrer vraiment. Ceci étant, l'artillerie russe est complètement annihilée, il n'a plus aucune munition. Désolé pour le dernier tour, petit bug avec mon téléphone, donc pas de vidéo. Par contre on a la photo aérienne, donc c'était le dernier tour là, ici, c'est le statut en fait à la fin de la partie. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait je vous ai dit une petite bêtise sur le tour précédent. Il restait un tir au canon de 12 russe qui est ici, et donc ce canon a fait feu sur ce bataillon là, et il a fait suffisamment de pertes pour le faire partir en fuite. Tout le reste de la table de jeu, il n'y a pas eu vraiment d'évolution, si ce n'est des tirs par-ci par-là. Moi-même avec mon artillerie, j'ai réussi à la réorienter pour faire un tir sur de l'infanterie, ça n'a pas fait grand-chose. Donc résultat, du coup en termes de troupes qui étaient éliminées en fuite, en déroute, on était quasiment à égalité. Et en termes d'objectifs, la consigne était qu'il fallait tenir les objectifs et les tenir dans les 8 pas. Et pour tenir ces objectifs dans les 8 pas, ou ne pas avoir ces objectifs, disputés dans ces 8 pas, il fallait avoir une troupe en ordre serré, ou une troupe formée, pas en désordre, pas en déroute et pas en fuite. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé les objectifs, je suis là au-delà des objectifs et je suis allé trop loin, donc je n'étais plus dans les 8 pas. Donc en fait au niveau des objectifs, personne n'a marqué de points, et donc du coup le résultat de la partie c'était un match nul. Quand on a fait le décompte des points, c'était un match nul, même s'il y a eu un écart de points, hein. L'écart de points se situe surtout sur le général que je lui ai éliminé, mais ce n'était pas suffisant pour faire une victoire mineure ou majeure. Donc match nul entre Hervé et ses Russes et moi-même et mes Bavarois. Partie très intéressante, un peu longue, enfin non, pas un peu longue, mais parce qu'on a pris le temps, on a vraiment pris le temps de s'appliquer sur tous les tours de jeu. Hervé était un joueur, on va dire, débutant, même si c'était sa 4e partie. Et donc on a pris le temps qu'il fallait, et on s'est bien amusé. On a vu plein de choses, on a vu des charges, on a vu des combats, des fuites, des déroutes, des tirs. Moi je retiendrai la leçon des pions fatigue, hein, qu'il faut vraiment enlever en mettant en ordre repos. J'ai un peu préjugé de mes forces en les laissant. Je me suis pris une belle fessée avec mes tirailleurs, et puis faire attention aux distances de charge. Voilà, une belle partie. On en arrive aux récompenses et aux résultats finaux. Donc ici c'était les actes de bravoure. Donc il y a eu Maxime à gauche en rouge qui a eu une récompense pour un acte de bravoure, qui jouait anglais sur une table Espagne, et qui avec ses artilleurs a résisté à une charge de dragons français et qui les a repoussés, me semble-t-il. Donc c'était un acte de bravoure. Et à droite c'était Jérémy, qui lui avec un bataillon de ligne standard prussien est allé monter sur une colline en plein milieu du champ de bataille tout seul, bataillon complètement esselé. Il est allé traverser un peu les lignes ennemies, au milieu des tirs adverses russes il est allé charger une batterie russe. Voilà, il a fait fi de tout bois, de tout ce qui était autour de lui pour aller faire cet acte de bravoure. Donc ces 2 récompenses étaient remises par Reynald, ici au centre, qui est un des auteurs de la règle, et que je remercie beaucoup pour l'organisation de ce week-end, lui, Boule, et puis Jérôme aussi,
qui a participé depuis de longs mois et de longs jours sur ce projet. Ici donc la récompense, c'est la récompense de Jérémy qui a rejoint le rangement de ses figurines quand il est rentré à son domicile occitan, puisque ces deux personnes faisaient partie des voltigeurs occitans. Enfin, le résultat final au niveau de toutes les équipes, eh bien, donc l'aigle, tout simplement, est resté chez les voltigeurs occitans. Ça s'est joué à pas grand chose, hein. On était quasiment à un point d'écart jusqu'à la dernière feuille de rencontre qui a été remise. Comme je vous disais, on notait notre adversaire en fait, ni plus ni moins, anonymement, hein, on mettait pas notre nom, mais on notait notre adversaire et puis on faisait une moyenne de points par les équipes, et c'était l'équipe qui avait la meilleure moyenne qui gagnait. Le but, moi personnellement, le but n'était pas de remporter l'aigle ou pas, ou de le ramener à la maison, c'est toujours agréable, mais le but c'était vraiment de m'amuser, de voir d'autres joueurs, de rencontrer d'autres personnes. 26 joueurs sur une même règle, c'est super agréable, ça fait très très longtemps que j'avais pas vu ça, et franchement bravo aux organisateurs, et merci au club de Marguerite de nous avoir accueillis de la sorte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu, les affreux. J'espère en faire d'autres très prochainement, même si maintenant je suis isolé. Désolé pour les images qui sont pas terribles, désolé aussi pour la voix, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Là je fais les voix off, et en fait en ce moment j'ai le Covid tout simplement. Donc j'ai la voix un peu enrouée, un peu à la Barry White, donc c'est peut-être pas très désagréable, mais moi bon j'en souffre un peu quand même. Enfin voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les affreux.